Avez-vous déjà agi sur le coup de l'émotion et regretté amèrement quelques secondes plus tard? Avez-vous déjà prononcé des mots, sous l'emprise de la colère, qui ont brisé une relation? Avez-vous déjà pris une décision impulsive qui vous a coûté cher en argent, en temps ou en opportunité? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens vivent ainsi, réagissant, toujours réagissant. Mais il existe un autre groupe, un groupe plus restreint. Un groupe que Machiavel a étudié avec obsession il y a plus de 5 siècles. Ce groupe ne réagit pas, ce groupe calcule. Et la différence entre ces deux groupes, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'argent. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus puissant. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui sépare les faibles des forts, selon Machiavel. Et je vais vous montrer comment les neurosciences modernes ont confirmé ce qu'il a découvert en observant les dirigeants et les papes dans l'Italie de la Renaissance. Commençons par une vérité brutale. Machiavel a observé qu'il existe 2 types de personnes dans le monde, celles qui sont contrôlées par les événements et celles qui contrôlent les événements, celles qui réagissent et celles qui créent, celles qui sont ballottées par les vagues et celles qui dirigent le navire. Et la différence fondamentale entre elles réside en une seule chose, l'espace entre le stimulus et la réponse. Quand quelque chose arrive à une personne faible, elle réagit instantanément. Quelqu'un l'insulte, elle insulte en retour. Quelqu'un la menace, elle attaque ou fuit. Quelqu'un la provoque, elle explose. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de calcul. Il n'y a que la réaction. Et cette réaction, c'est exactement ce que le provocateur voulait. Quand vous réagissez, vous cédez le contrôle à l'autre personne. Vous devenez une marionnette. Elle tire sur la corde. Vous dansez. Machiavel a vu cela se produire à maintes reprises dans les cours européennes. Il a vu des nobles ruiner leur carrière en réagissant à des provocations. Il a vu des généraux perdre des batailles en agissant sur une impulsion. Il a vu des rois perdre des royaumes pour ne pas avoir réussi à contrôler leurs émotions. Et il a vu l'opposé aussi. Il a vu des hommes d'origine humble accéder au pouvoir simplement parce qu'ils savaient attendre, parce qu'ils savaient calculer, parce qu'ils savaient que la réaction impulsive est l'arme des faibles. Machiavel a écrit « Les hommes sont si simples et obéissent tellement aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. » Ce qu'il dit, c'est que la plupart des gens sont esclaves du moment présent. Ils ne parviennent pas à voir au-delà de ce qui se passe maintenant. Ils ne parviennent pas à projeter les conséquences. Ils ne parviennent pas à calculer 3 mouvements à l'avance. Et c'est pourquoi ils sont facilement manipulés. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que les neurosciences ont découvert à ce sujet. En 2024, des chercheurs ont publié une étude dans la revue eNeuro sur le rôle du cortex singulaire antérieur dans la prise de décision. Ce qu'ils ont découvert est fascinant. Quand une personne doit prendre une décision, il existe 2 voies neuronales en compétition. Une voie est rapide, automatique, émotionnelle. Elle passe par l'amygdale et génère des réactions instantanées. C'est ce que les scientifiques appellent le système 1. L'autre voie est plus lente, délibérée, rationnelle. Elle passe par le cortex préfrontal et par le cortex singulaire antérieur. Elle évalue les options, considère les conséquences, calcule les risques. C'est le système 2. La découverte importante, c'est que le cortex singulaire antérieur fonctionne comme un arbitre entre ces 2 systèmes. Il décide quel système va contrôler la réponse. Chez les personnes qui réagissent impulsivement, le système 1 domine. L'amygdale se déclenche avant que le cortex préfrontal n'ait la chance d'intervenir. L'émotion l'emporte sur la raison. Chez les personnes stratégiques, le cortex singulaire antérieur est plus actif
Il donne le temps au système 2 de traiter la situation. La raison a la chance d'évaluer l'émotion. Et voici la partie la plus importante. Cette différence n'est pas figée. Elle peut être entraînée. Le cerveau est plastique. Il change en fonction de ce que vous faites répétitivement. Si vous pratiquez la réaction, vous renforcez les circuits de la réaction. Si vous pratiquez le calcul, vous renforcez les circuits du calcul. Machiavel ne savait rien des neurones ou du cortex préfrontal, mais il savait que la maîtrise de soi pouvait être développée. Il le voyait chez les dirigeants qu'il étudiait. Certains naissaient impulsifs et apprenaient à se contrôler. D'autres naissaient calmes et conservaient cette calme sous pression. La clé résidait dans la pratique délibérée. Machiavel a observé que les dirigeants les plus efficaces avaient une habitude en commun. Ils ne répondaient jamais immédiatement aux provocations ou aux nouvelles inattendues. Ils demandaient toujours du temps pour réfléchir. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Quand quelqu'un vous attaque verbalement, la réponse naturelle est d'attaquer en retour, instantanément, sans penser. Et c'est exactement ce que l'autre personne veut. Elle veut que vous perdiez le contrôle. Elle veut que vous montriez une faiblesse. Mais si vous répondez « intéressant, laissez-moi réfléchir à cela », vous brisez le schéma. Vous n'avez pas donné la réaction attendue. Vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous avez montré que vous êtes au-dessus de la provocation. Et plus important, vous avez gagné du temps pour calculer la meilleure réponse. Machiavel a écrit à propos de Louis XI, un des dirigeants qu'il admirait. Louis XI était connu pour sa capacité à garder son calme dans des situations extrêmes. Un jour, un ambassadeur essaya de le provoquer avec des insultes voilées. Louis XI écouta tout sans changer d'expression. Quand l'ambassadeur termina, Louis XI sourit et dit qu'il réfléchirait à l'affaire. 3 mois plus tard, l'ambassadeur fut retrouvé mort. Louis XI n'a pas réagi. Il a calculé. Il a attendu le bon moment. Il a agi quand l'action apporterait un maximum de résultats avec un minimum de risques. C'est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Les amateurs réagissent, les professionnels répondent. Il y a une différence énorme entre réagir et répondre. Réagir est automatique, c'est émotionnel, c'est instantané. Vous ne choisissez pas de réagir, la réaction vous arrive. Répondre est délibéré. C'est calculé, c'est choisi. Vous décidez comment, quand. Et si vous allez répondre, la personne qui réagit est esclave des circonstances. La personne qui répond est maîtresse des circonstances. Et la transition de réagir à répondre se produit dans ce petit espace de temps, entre le stimulus et l'action. C'est 2 ou 3 secondes qui séparent ce qui arrive de ce que vous faites. Les neuroscientifiques ont découvert que cet espace est littéral, pas seulement métaphorique. Il existe un retard mesurable entre le moment où l'amygdale se déclenche et le moment où le cortex préfrontal peut prendre le contrôle. Ce retard est d'environ 3 secondes. 3 secondes, c'est tout ce qui sépare une réaction que vous allez regretter d'une réponse qui va vous bénéficier. Mais ces 3 secondes ne se produisent pas automatiquement. Vous devez vous entraîner pour les obtenir. La tendance naturelle est de laisser l'amygdale gagner et de laisser l'émotion dominer et de réagir. L'entraînement consiste à créer l'habitude de faire une pause, de respirer, de demander « Quelle est la meilleure réponse ici ? Que ferait Machiavel ?» Avec la pratique, cette habitude devient automatique. Le circuit neuronal se renforce. Le cortex singulaire antérieur devient plus efficace, en laissant de la place au système 2. Et alors, vous arrêtez d'être contrôlé par les événements, et vous commencez à contrôler les événements. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Imaginez que vous êtes en réunion de travail. Votre chef critique votre projet devant tout le monde. Il dit que votre travail est moyen et qu'il attendait plus de vous. La réaction naturelle
est de se défendre, d'expliquer pourquoi il a tort, de pointer les failles dans sa critique, ou pire, attaquer en retour, critiquer quelque chose qu'il a fait. Mais analysons ce qui se passe. Si vous réagissez ainsi, premièrement, vous montrez que la critique vous a affecté. Vous montrez que votre ego est fragile. Vous montrez que vous pouvez être déstabilisé facilement. Deuxièmement, vous entrez en conflit public avec votre chef. Même si vous avez raison, vous perdez. Parce qu'il a plus de pouvoir, parce que les autres vous regardent, parce que personne ne se souvient de qui avait raison. On se souvient seulement de qui a perdu son sang-froid. Troisièmement, vous fermez des portes. Votre chef vous voit maintenant comme quelqu'un de difficile, quelqu'un qui n'accepte pas le feedback, quelqu'un qui peut être un problème. Maintenant, voyons ce qui se passe. Si vous répondez au lieu de réagir, vous écoutez la critique, vous respirez, vous pensez pendant 3 secondes, et alors, vous dites « Je comprends. Pouvez-vous me donner plus de détails sur les points que je peux améliorer ?» Que s'est-il passé ici? Premièrement, vous avez montré de la maturité, vous avez montré que vous pouviez recevoir une critique sans vous effondrer. Vous avez montré de la force, pas de la faiblesse. Deuxièmement, vous avez inversé la situation. Maintenant, votre chef doit être spécifique. Si la critique était vague ou injuste, il aura du mal à se justifier. Si la critique était valable, vous allez apprendre quelque chose d'utile. Troisièmement, vous avez ouvert des portes. Votre chef vous voit maintenant comme quelqu'un de réceptif, quelqu'un qui veut grandir, quelqu'un qui peut être développé. La situation était la même, la critique était la même, la différence, c'était votre réponse. Et cette différence peut changer votre carrière. Machiavel dirait que vous avez transformé une attaque en opportunité. Vous avez utilisé la force de l'opposant contre lui-même. Vous avez vaincu, sans combattre. Louis XI l'aurait compris. C'est ce que font les fortes. Ils ne réagissent pas, ils calculent. Mais laissez-moi être honnête sur quelque chose. C'est extrêmement difficile. La réaction impulsive existe, pour une raison évolutive. Nos ancêtres vivaient dans des environnements dangereux. Quand un prédateur apparaissait, il n'y avait pas le temps de calculer. La personne qui réagissait instantanément survivait. La personne qui s'arrêtait pour penser devenait le déjeuner. Ce circuit est encore dans notre cerveau. L'amygdale se déclenche encore, comme si nous vivions dans la savane africaine. Chaque insulte est traitée comme une menace de mort. Chaque critique active le mode de lutte ou de fuite. Alors, quand je vous dis de faire une pause et de calculer, je vous demande d'aller à l'encontre de millions d'années d'évolution. Je vous demande d'utiliser votre cortex préfrontal, qui a seulement quelques centaines de milliers d'années, pour dominer votre amygdale, qui a des centaines de millions d'années. Cela exige un effort conscient. Cela exige de la pratique. Cela exige que vous échouiez plusieurs fois avant de réussir. Mais chaque fois que vous réussissez à faire une pause, vous renforcez le circuit. Chaque fois que vous répondez au lieu de réagir, vous reconstruisez littéralement votre cerveau. Chaque fois que vous choisissez le calcul, au lieu de l'émotion, vous devenez plus fort. Machiavel n'avait pas d'imagerie par résonance magnétique pour voir ça se produire, mais il voyait les résultats. Il voyait des hommes transformer leur tempérament grâce à la discipline. Il voyait des impulsifs devenir calculateurs. Il voyait des faibles devenir fortes. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes qui indiquent que vous êtes contrôlé par la réactivité. Premier signe. Vous regrettez souvent ce que vous avez dit ou fait. Si vous vivez en vous excusant pour des choses que vous avez dites, dans le feu de l'action, vous êtes réactif. Si vous envoyez des messages que vous aimeriez pouvoir effacer, vous êtes réactif. Si vous prenez des décisions qui vous semblent évidemment mauvaises, quelques heures plus tard, vous êtes réactif. Le regret fréquent est le prix de la réactivité, et c'est un prix élevé. Deuxième signe. Les gens peuvent que vous provoquer facilement. S'il existe un bouton
que les gens peuvent appuyer pour vous sortir de vos gonds. Vous êtes vulnérable. Ce bouton est une faiblesse connue, et tôt ou tard, quelqu'un va l'utiliser contre vous. Machiavel a observé que les dirigeants efficaces n'avaient pas de bouton évident. Ils s'étaient entraînés à ne pas réagir de façon prévisible. Cela les rendait imprévisibles pour les ennemis et fiables pour les alliés. Troisième signe, vous entrez dans des conflits qui pourraient être évités. Toutes les batailles ne doivent pas être livrées. Toutes les insultes ne nécessitent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas votre énergie. La personne réactive livre toutes les batailles. Elle répond à toutes les insultes. Elle dépense de l'énergie dans des conflits qui n'ont pas d'importance. La personne calculatrice choisit ses batailles. Elle ignore les provocations mineures. Elle garde son énergie pour ce qui compte vraiment. Machiavel a écrit « Les hommes oublient plus rapidement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Ce qu'il dit, c'est que les gens sont irrationnels. Sur certaines choses, ils s'offusquent pour des bêtises et ignorent des choses sérieuses. Et si vous réagissez à chaque offense irrationnelle, vous allez passer votre vie à livrer des batailles qui ne mènent nulle part. Quatrième signe, vous ne pouvez pas attendre. L'impatience est la cousine de la réactivité. Si vous avez besoin de résultats immédiats, si vous ne pouvez pas différer la gratification, si vous voulez tout de suite, vous êtes vulnérable. Machiavel a observé que les plus grands échecs politiques venaient de l'impatience. Des dirigeants qui n'arrivaient pas à attendre le bon moment. Des dirigeants qui agissaient avant l'heure. Des dirigeants qui confondaient vitesse avec efficacité. Les plus grandes réussites, en revanche, venaient de la patience stratégique. Savoir attendre, savoir que le bon moment vaut plus que l'action rapide. Savoir que les meilleures opportunités vont à ceux qui ont la patience d'attendre. Cinquième signe, vos émotions sont visibles pour tous. Si les gens peuvent lire votre état émotionnel en vous regardant, vous êtes un livre ouvert, et un livre ouvert est facile à manipuler. Machiavel admirait les dirigeants qui avaient ce qu'il appelait un masque. Pas un masque au sens de fausseté, mais au sens de contrôle. La capacité de choisir ce qu'on montre et ce qu'on cache. La capacité de paraître calme quand on est furieux. La capacité de paraître intéressé quand on s'ennuie. Ce n'est pas être faux, c'est être stratégique. Si vous montrez de la colère, chaque fois que vous êtes en colère, vos ennemis savent comment vous manipuler. Si vous montrez de la peur, chaque fois que vous avez peur, vos ennemis savent comment vous intimider. Si vous montrez toutes vos cartes, vous perdez la partie. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la méthode que Machiavel utilisait pour développer cette capacité de calcul. Première étape, pratiquez la pause de 3 secondes. Chaque fois que quelque chose vous provoque une réaction émotionnelle forte, arrêtez-vous. Respirez, comptez jusqu'à 3. Seulement alors, répondez. Au début, ça va sembler artificiel, ça va paraître lente, les gens vont trouver ça bizarre. Mais avec la pratique, ça deviendra naturel et les résultats seront visibles. Deuxième étape, demandez-vous quel est l'objectif. Avant de répondre à une provocation, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux obtenir ici ? Quel est mon objectif à long terme ?» Souvent, la réaction impulsive va à l'encontre de votre objectif. Vous voulez maintenir une relation, mais votre réaction va la détruire. Vous voulez obtenir une promotion, mais votre réaction va l'empêcher. Vous voulez résoudre un problème, mais votre réaction va l'aggraver. Quand vous connectez vos réponses à vos objectifs, vous arrêtez de réagir sur le coup de l'émotion et vous commencez à calculer. Troisième étape, considérez le point de vue de l'autre avant d'attaquer. Demandez-vous, pourquoi cette personne a-t-elle fait ça ? Qu'est-ce qu'elle essaie d'obtenir? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ce n'est pas pour justifier un mauvais comportement, c'est pour comprendre le jeu.
Quand vous comprenez les motivations de l'autre, vous pouvez prévoir ses mouvements. Quand vous pouvez prévoir ses mouvements, vous pouvez vous préparer. Quand vous pouvez vous préparer, vous avez un avantage. Machiavel a écrit « Celui qui désire prévoir l'avenir doit consulter le passé, car les événements humains ressemblent toujours au temps précédent. Les gens sont prévisibles. Ils répètent des schémas. Ils agissent par des motivations connues. Quand vous étudiez ces motivations, vous gagnez un pouvoir de prévision. Quatrième étape, calculer les coûts et les bénéfices. Toute réponse a des conséquences. Certaines conséquences sont évidentes, d'autres sont subtiles. Avant d'agir, demandez-vous, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Est-ce que ça en vaut la peine? La personne qui réagit sur le coup de l'émotion ne fait pas cette analyse. Elle agit et ensuite, elle gère les conséquences. La personne qui calcule fait l'analyse d'abord. Elle n'agit que lorsque le bénéfice dépasse le coût. Cinquième étape, pratiquer dans des situations à faible risque. Vous n'allez pas développer la maîtrise de soi en commençant par les situations les plus difficiles. Commencez petit. Pratiquez la pause de 3 secondes quand quelqu'un vous coupe la route sur le périph'. Pratiquez la prise en compte du point de vue de l'autre quand un vendeur chez Boulanger est désagréable. Pratiquez le calcul des coûts et des bénéfices quand quelqu'un vous agace sur les réseaux sociaux. Ces situations à faible risque sont votre terrain d'entraînement. Là, vous pouvez vous tromper sans conséquences graves. Là, vous pouvez expérimenter différentes réponses. Là, vous pouvez renforcer le circuit du calcul. Et quand une situation à haut risque se présentera, vous serez préparé, l'habitude sera installée, le circuit sera fort. La pause de 3 secondes se produira automatiquement. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir du calcul sur la réaction. Au XVe siècle, il y avait un dauphin du nom de Louis. Il était jeune, ambitieux, et il voulait être roi. Mais il y avait un problème. Son père Charles VII était encore au pouvoir et ne semblait pas prêt à abdiquer. Beaucoup pensaient que Louis réagirait avec impatience, qu'il comploterait contre son père, qu'il chercherait à prendre le pouvoir par la force. Mais Louis ne réagit pas impulsivement. Il calcula. Il comprit que défier ouvertement son père serait risqué et pourrait conduire à son propre isolement. Il comprit que la patience et la ruse étaient ses meilleures armes. Alors, il fit le contraire de ce que tous attendaient. Il se montra obéissant et serviable envers son père. Il attendit son heure, patiemment. Charles VII mourut, et Louis devint roi. Louis XI. La réaction impulsive aurait pu le perdre. Le calcul le fit roi. Machiavel aurait observé cette histoire et beaucoup d'autres similaires. Et il aurait conclu que la patience stratégique est plus puissante que la force brute, que savoir attendre est plus important que savoir se battre, que le calcul défait la réaction à chaque fois. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur courante. Beaucoup de gens confondent calcul et froideur émotionnelle. Ils pensent que pour être stratégique, il faut ne rien ressentir. Ils pensent que les émotions sont une faiblesse et que le calculateur idéal est une machine. C'est faux. Machiavel n'était pas une personne sans émotion. Il avait des passions intenses. Il aimait sa ville. Il détestait les tyrans. Il ressentait de la colère, de la joie, de la peur, de l'espoir. Ce qu'il avait, c'était le contrôle sur l'expression de ses émotions. Il ressentait de la colère, mais il choisissait quand et comment l'exprimer. Il ressentait de la peur, mais il ne laissait pas la peur dicter ses actions. Il ressentait tout, mais il n'était contrôlé par rien. Les neurosciences confirment cela. L'objectif n'est pas d'éliminer les émotions. L'objectif est de créer un espace entre l'émotion et l'action. L'objectif est d'utiliser les émotions comme information, pas comme des commandes. Quand vous ressentez de la colère,
La colère vous dit quelque chose. Peut-être que vos limites ont été violées. Peut-être que quelque chose d'injuste s'est produit. Peut-être que vous devez agir. Mais la colère ne doit pas décider comment vous agissez. Cette décision doit venir du calcul rationnel. La colère informe. Le calcul décide. C'est beaucoup plus puissant que de supprimer les émotions, parce que les émotions supprimées fuient d'autres façons. Elles se transforment en ressentiment. Elles explosent à des moments inappropriés. Elles corrodent votre santé. Les émotions reconnues et canalisées, en revanche, deviennent du carburant. La colère canalisée devient détermination. La peur canalisée devient prudence. La tristesse canalisée devient motivation pour le changement. Les forts ne sont pas ceux qui ne ressentent rien. Les forts sont ceux qui ressentent intensément, mais agissent avec calcul. Laissez-moi vous donner un outil pratique supplémentaire. Quand vous êtes sur le point de réagir sur le coup de l'émotion, posez-vous cette question. Dans 10 ans, cette réponse aura-t-elle été le meilleur choix? Cette question vous force à penser à long terme. Elle vous sort de la chaleur du moment. Elle vous connecte à votre moi futur. La plupart des réactions que nous regrettons semblent urgentes sur le moment, mais sont insignifiantes à long terme. Cet email rageur que vous avez envoyé n'aura pas d'importance dans 10 ans. Mais les conséquences sur votre carrière peuvent durer. Quand vous vous interrogez sur l'avenir, vous activez automatiquement le cortex préfrontal. Vous sortez automatiquement du mode réactif et entrez dans le mode calculateur. Vous devenez automatiquement plus fort. Machiavel pensait ainsi. Il considérait toujours les conséquences à long terme. Il se demandait toujours comment une action aujourd'hui affecterait la situation dans les années à venir. Il jouait toujours le jeu à long terme. Et le jeu à long terme gagne toujours le jeu à court terme. Toujours. Laissez-moi vous raconter une autre histoire que Machiavel aurait adorée. Jeanne d'Arc, une jeune femme du XVe siècle. Quand il voulait conquérir un territoire, il n'attaquait jamais immédiatement. Il attendait. Parfois des années, parfois des décennies. Il observait sa cible, étudiait ses faiblesses, cultivait des alliances, plantait des graines de discorde et n'attaquait que lorsque la victoire était presque garantie. Ses rivaux le considéraient lent, indécis, faible, mais à la fin de son règne, Louis XI avait centralisé le pouvoir royal en France, développé l'économie et négocié des traités avantageux. Il était devenu l'un des rois les plus rusés d'Europe. Ses rivaux impulsifs avaient perdu leur territoire, avaient été défaits dans des batailles précipitées, avaient réagi à des provocations et étaient tombés dans des pièges. Machiavel écrivit à propos de Louis XI. Il ne prêche jamais rien d'autre que la paix et la foi. Et de l'une comme de l'autre, il est le plus grand ennemi. Ce que Machiavel admirait chez Louis XI, ce n'était pas son hypocrisie. C'était sa capacité à séparer ce qu'il montrait de ce qu'il faisait. C'était sa capacité à calculer en silence, tout en paraissant pacifique. C'était sa capacité à agir de manière décisive, après avoir paru indécis pendant des années. Louis XI comprenait que le temps était une arme, que la patience était une stratégie, que paraître faible était parfois la plus grande force, et il ne réagissait jamais, il calculait toujours. Il y a une leçon finale que je veux partager avec vous. La différence entre les faibles et les forts ne se résume pas à être bon ou mauvais. Ce n'est pas une question d'éthique ou de manque d'éthique. Il s'agit d'être efficace ou inefficace. Vous pouvez utiliser le calcul pour le bien ou pour le mal. Vous pouvez être stratégique pour aider les autres ou pour leur nuire. L'outil est neutre. L'utilisation dépend de vous. Mais si vous êtes réactif, vous n'avez pas le choix. Vos émotions décident pour vous. Vos réactions contrôlent votre destin. Vous êtes une feuille au vent. Si vous êtes calculateur, vous avez des options. Vous pouvez choisir quand agir et quand attendre. Vous pouvez choisir vos batailles. Vous pouvez choisir votre destin. Machiavel préférait les hommes calculateurs,
non pas parce qu'ils étaient plus moraux, mais parce qu'ils étaient plus libres. Ils avaient la maîtrise d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas esclaves de leurs émotions. Et la liberté, pour Machiavel, était le plus grand bien. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous vous considérez plutôt réactif ou plutôt calculateur? Quelle est la dernière fois qu'une réaction impulsive vous a coûté quelque chose? Vous souvenez-vous d'une situation où une pause et un calcul vous ont sauvé? Écrivez ça en bas. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait repenser la façon dont vous répondez aux provocations de la vie, laissez votre j'aime. Ce simple geste aide plus de personnes à trouver ce contenu. Si vous voulez approfondir la psychologie du pouvoir et les stratégies de Machiavel, abonnez-vous à la chaîne, chaque semaine. Une nouvelle vidéo explore des idées qui peuvent transformer votre façon de voir le monde. Et si vous voulez soutenir ce travail de manière plus directe, il y a le Super Thanks juste en dessous. Chaque contribution aide à maintenir cette chaîne en vie et me permet de consacrer plus de temps à vous apporter ces enseignements. À la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, les faibles réagissent parce qu'ils sont contrôlés par leurs émotions. Les forts calculent parce qu'ils contrôlent leurs émotions. La différence entre eux, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce ne sont pas les circonstances. C'est une pause de 3 secondes. C'est un choix. C'est une pratique. Le choix est toujours le vôtre.